Hello Justine. Hello Sandra. Welcome. Merci. Comment vas-tu ? Ça va, je suis en forme ce matin. Ouais, c'est bien. Il y a des matins, t'es moins en forme ? Ouais, il y a des matins, je suis moins en forme. Donc là, ça va, je suis bien reposée, bien dormie. T'as un petit rituel en tant que sportive ? T'as des morning routines disciplinées ou pas vraiment ? J'avais passé un temps, j'ai voulu voir ce que ça faisait, j'ai testé. Et après, je suis revenue un peu à l'essentiel, les basiques. Se lever, pas de téléphone, grand verre d'eau avant le café. Et ça, pour le coup, c'est top au niveau digestion et réveil. Et après, petit déjeuner ou non, en fonction de ma journée, ça dépend. Pas de téléphone pendant combien de temps ? Une demi-heure. Ah, donc c'est vraiment... Ça fait pas deux fois qu'on parle de ça. Pas de réseaux sociaux. Ah, téléphone, mais pas de réseaux sociaux. Oui, je fais ma to-do list sur mon téléphone. J'organise un petit peu ma journée pendant que je prends mon café. Mais j'essaye au maximum de ne pas me lever avec les réseaux sociaux bêtement, scroller dès le matin. C'est dur, mais j'essaie. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu ce toc d'aller voir si on a reçu des messages, des trucs, des machins. Mais en tout cas, merci pour ces petits conseils de départ. On commence bien avec de la valeur, on adore. Justine, qui es-tu, s'il te plaît ? Alors moi, je suis Justine Galis. Je suis créatrice de contenu et influenceuse sur les réseaux sociaux dans le domaine du sport, du bien-être. Et je suis aussi la fondatrice de l'application Gritty. Tout à fait. Simple et efficace. Ouais, mais on adore. Et ça fait 10 ans que je fais ça, donc voilà, à peu près pour le temps dans le milieu. Ça fait un moment, 10 ans, c'était les prémices. Tu as été l'une des pionnières, du coup. Ouais, j'ai été au tout début des comptes fitness quand ça a commencé en 2012. Donc même, ça fait plus de 10 ans, ça va faire 13 ans. Commencé comme un blog personnel, puis ça s'est développé. Ouverture de la chaîne YouTube il y a 8 ans. Et puis après, création de même plus 10 ans pour la chaîne YouTube, 12-13 ans pour Instagram. Ouais. Et on a commencé les programmes de sport avec Thibaut, qui est actuellement donc, du coup, mon mari, il y a presque 8 ans. Mais c'est trop marrant. Pourquoi toutes les filles, donc les grandes créatrices de contenu fitness girl, travaillent avec leur mari ? Est-ce qu'il y a une explication avec ça ? Je pense déjà que c'est souvent... On a déjà, pas forcément toutes, mais souvent les couples s'associent en fonction du style de vie. Souvent, on est soit avec quelqu'un qui vient en soutien à certains projets. Et dans le fitness en général, tu partages déjà le style de vie. Ouais, et parfois, après, tu partages les projets de vie. Mais ça dépend des couples. Il y a des couples qui font des choses séparément. Il y a vraiment des couples qui sont fusionnels, qui font des choses ensemble. Mais t'as raison, c'est une manière de vivre. En fait, si t'es fitness girl et que ton partenaire partage pas du tout la passion du sport, ça colle pas forcément, quoi. Ouais, c'est différent encore de travailler ensemble, mais souvent, en tout cas, le fait déjà de partager le style de vie permet déjà de se rencontrer sur des points communs. Moi, j'ai rencontré Thibaut en étant déjà sur les réseaux, en faisant déjà du sport. Et après, être partenaire de travail, c'est encore autre chose. C'est pas forcément compatible pour tous les couples. Nous, en tout cas, on est content, ça fonctionne. Bah oui, c'est clair. On croise les doigts. Ouais. Tu nous racontes un petit peu ton parcours avant d'être la queen Justine Galis. D'où viens-tu ? Que t'es-tu prédestinée à faire ? Pourquoi tu t'es lancée là-dedans ? Moi, j'ai commencé, comme je te l'ai dit, sur les réseaux sociaux il y a 13 ans. Donc, j'ai commencé vraiment comme un blog personnel. J'avais eu une rupture amoureuse à 17-18 ans. Qui m'avait mis, comme beaucoup de jeunes filles, vraiment au fond du trou. J'avais perdu 10 kilos. J'étais très, très maigre. J'étais à 45 kilos, donc j'étais à un poids de très, très bas. Bonne dépression, rupture classique. Vraiment une histoire très lambda. Et j'ai repris le sport quand j'ai commencé à avoir mon premier travail. Je me suis inscrite dans une salle random autour de chez moi. Je me suis inscrite, j'ai passé par toutes les étapes... de découverte du sport. Et j'ai documenté ça sur mes réseaux sociaux à l'époque. Ça a commencé comme ça, donc tout mon parcours. Je me motivais à travers les réseaux. J'ai découvert une communauté qui me motivait. Ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à progresser, à me documenter, à apprendre. Donc je référençais mon travail et mon évolution personnelle. J'ai ouvert ma chaîne YouTube parce que j'avais tellement de commentaires, de demandes, de choses qui me demandaient la même chose, que j'ai fait des vidéos pour regrouper ça. Je disais aux gens, allez voir mon YouTube, j'ai des choses sur mon YouTube qui parlent de ça. Et ça a commencé comme ça en 2012, quelque chose par là. 2012. Et ça s'est développé de fil en aiguille, les premiers partenariats. À l'époque, on t'offrait un legging, t'étais refaite. Mais grave, j'en doute pas. Voilà, on connaissait pas l'influence comme on le connaît aujourd'hui. On pensait pas en vivre. C'était vraiment le plus en fait dans notre quotidien. Chose qui est très différente aujourd'hui sur les réseaux, par exemple. Tellement. Surtout aujourd'hui, vous êtes devenus des chefs d'entreprise en fait, tu vois.
Ouais, par la force des choses, on a développé des projets autour de tout ce qu'on a créé et des opportunités avec Thibaut. Mais oui, aujourd'hui, nous, on a cette posture de chef d'entreprise, mais même les gens sur les réseaux. Tu me diras ce que tu en penses aussi, Sandra, toi qui as interviewé beaucoup de créateurs de contenu. Oui. Tu as beaucoup de l'ancienne génération qui s'est lancée un peu par passion et très ouvert, on n'en attendant rien du tout. Ceux qui ont commencé il y a plus de 10 ans. Et tu as les nouveaux qui ont compris le levier des réseaux sociaux et qui se mettent sur les réseaux pour avoir leur chance, mais directement en fait. Oui. Donc c'est pas la même approche, mais... C'est tout à fait vrai, t'as raison, hein, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, mais ce que je remarque là très récemment, hein, depuis quelques mois, d'ailleurs je suis contente de remarquer ça, c'est qu'en fait, Instagram, tu as dû le remarquer, après un tout autre virage, ça devient plus dur pour nous, on s'était habitués à la phase d'avant, à chaque fois on doit se réadapter, putain c'est pas vrai. Et donc là on revient sur des contenus longs et en fait je pense que ça reprend l'histoire initiale d'Instagram, c'est-à-dire que vous êtes arrivés, vous, à un moment donné, pour raconter votre histoire. Et aujourd'hui, les nanas, elles font du contenu long où elles racontent leur histoire. Et je suis contente parce que je me dis, c'est bien. On revient à l'essentiel. Les filles racontent leur histoire. Et tu sais, c'est un peu out les gens qui étaient vachement dans le marketing agressif. Oui, travaille 2 heures sur ton téléphone et gagne 1 million d'euros. Fais comme moi, regarde, je suis libre au Mexique. Cassez-vous, tous ces gens-là, là, tu vois, on n'en veut plus. Et on revient un peu... Ça t'énerve, Sandra. Ah ouais, non, c'est... en fait, ça vend des trucs qui sont faux. Personne ne travaille 2 heures et est millionnaire. Enfin, c'est pas vrai, en fait. Non. Tu vois, c'est un peu le fake it to make it. C'est ça te vend ça pour acheter la formation et puis eux après derrière ils travaillent pas 2 heures pour te vendre ça c'est sûr et certain. Mais oui, t'as raison parce que je me reconnais vachement plus dans le contenu qu'on a aujourd'hui, qui ressemble plus à ce que je faisais il y a 10 ans. Ça m'étonne où je pas. mettais des pavés sous des photos, mais il fallait toujours faire la photo parfaite. Aujourd'hui, tu peux faire des montages plus simples, moins élaborés qu'il y a 5-6 ans et retrouver un peu de légèreté, de spontanéité. Mais ça demande aussi plus de travail créatif. En fait, tu te démarques pas ta personnalité. Là où avant, tu te démarquais par la qualité de la vidéo ou la qualité de la caméra. Donc c'est chouette, ouais. Ouais, c'est plus dur. Mais par contre, c'est beaucoup plus dur. Ça demande plus de créativité, plus d'efforts, etc. Mais on revient un peu aux prémices, je pense, et c'est pas une mauvaise chose. Non, moi j'aime bien. Ouais. Qu'est-ce que... parce que du coup, quand tu t'es lancée, tu me dis, oui, j'ai commencé par un blog pour raconter ce qui m'arrivait, etc. Mais toi, du coup, dans ta vraie vie, parce que tu avais ton blog, ta communauté, etc. Et dans ta vraie vie, tu avais prévu de faire quoi ? Tu te lançais dans quoi ? Moi, j'ai commencé sur les réseaux, je travaillais dans le commerce. Donc, je bossais chez Nespresso, j'en parle souvent, mais je bossais dans la vente, donc à mi-temps, et je vivais chez mes parents. Donc, ça m'a laissé l'opportunité à côté de développer des choses. Parce que j'avais initialement le projet de carrière de travailler plutôt dans le cinéma. J'ai fait des années de théâtre. C'est pas vrai. Ouais, j'ai fait un conservatoire de Villeurbanne pendant quelques années, puis j'ai trouvé que ça me correspondait moins, ce côté cinéma français très codé, où moi on me disait non, tu vas faire de la télé-réalité, tu feras pas jamais de cinéma d'auteur, ou tout ce qui était un peu comme ça il y a 10 ans. Et j'ai trouvé plus ma place sur les réseaux sociaux et j'ai développé ça petit à petit. Mais initialement, j'avais un travail dans la vente qui était économique pour moi. Et à côté de ça, je me laissais de la place pour faire des castings, etc. Mais ça marchait pas vraiment. Et ça m'a plutôt laissé finalement la place pour pouvoir développer les réseaux sociaux, quoi. Mais c'était ça ta question. Ouais, complètement. Mais c'était ça un peu le projet. J'avais pour ambition de peut-être trouver ma voie. Je pensais que le cinéma et la carrière d'actrice allaient m'apporter ce que je voulais. Et au final, je l'ai trouvé ailleurs. Mais c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que du coup, tu as utilisé cette carrière d'actrice, etc., enfin, cette envie de te lancer dans une carrière d'actrice dans tes réseaux sociaux, dans tes contenus sur YouTube? Ouais. Bah oui, forcément. Tu t'en es donné à cœur joie. Ah ouais, ça m'a permis En fait, j'ai ce goût de la mise en scène, ça me gêne pas de... Trop bien. C'est pour ça que là, par exemple, avec la posture de chef d'entreprise que j'ai de plus en plus avec mon travail, j'ai perdu pendant quelques temps, par obligation, parce qu'il y a des périodes, c'est comme ça, t'as des priorités, j'ai perdu ce côté création. Et je me suis posé cette question à un moment donné de me dire est-ce que je suis vraiment à l'aise en étant que chef d'entreprise, ou est-ce que ça va me manquer d'être, si un jour je arrête totalement d'être créatrice de contenu, et je me suis dit ouais, ça me manquerait. C'est quelque chose qui me plaît, et c'est quelque chose que j'aimais dans le théâtre, c'est le goût de transmettre des émotions, et c'est pour ça que j'ai cette partie-là d'ailleurs dans ma boîte, directrice créative, artistique des projets, parce que j'aime ça en fait. Et c'est quelque chose que j'avais dans le cinéma et dans le théâtre. Mais qu'est-ce que je te comprends, je suis tout comme toi. T'as fait du théâtre aussi ? Pas du tout.
Mais alors déjà, tout le monde me dit que je devrais en faire. Je n'en ai jamais fait, j'ai jamais osé. Je pense que j'aimerais tester, je vais tester, mais j'étais pas prête avant. Mais ce côté créatif, moi, je vis pour la création, je vis pour le créatif. Je pourrais pas juste faire du business pour faire du business, ça me parle pas du tout. Et dis-toi qu'on va jusqu'à faire des lancements où je me déguise. Alors attention, ça fait pas de cheap, hein, on fait des montages, des tournages qui rendent le truc waouh, trop cool. Mais là, du coup, je peux le dire en avant-première parce que du coup, ça sortira après le lancement. Okay. Là, dernièrement, tu vas halluciner. J'ai dû du coup me déguiser en fée et nous avons fait un tournage dans une forêt. Mais tu vois, ça t'a animé, tu transpirais la féerie. J'adore, je vis pour ça. Est-ce que tu as retrouvé du coup toi ce côté justement créatif, mise en scène, etc. après cette période ? Là, je suis en plein dedans, donc j'essaye de à nouveau retrouver du temps pour de la création de contenu, de la connexion avec ma communauté et pas juste créer du contenu... on va dire, qui juste fait business pour transposer après sur l'appli. Le but, c'est aussi de comment retrouver, comment retransmettre des émotions, des messages, retrouver de l'authenticité, avoir envie d'écrire des choses, avoir envie de se dévoiler. C'est dur, des fois, de se dévoiler en tant que créateur de contenu. Il faut toujours vendre du rêve, tu sais. Tout à fait. Il faut regarder un petit peu de soi à des périodes où tu es aussi un peu vulnérable. Donc, ouais, j'essaye. Donc, mais je me mets pas la pression, contrairement à avant, à vouloir poster tous les jours. C'est plutôt le bon contenu au bon moment, travailler avec le cœur, et puis après le reste, si je peux pas tout faire, c'est pas grave. Ouais, je comprends. Voilà. Je comprends. Et j'imagine que quand tu as atteint une certaine croissance, tu vas nous raconter d'ailleurs, parce que moi je suis très curieuse, je veux tout comprendre, ce qui s'est passé pendant ces 10 ans, les étapes, etc., la avec croissance. Mais j'imagine que quand tu arrives à un certain stade, c'est-à-dire que là tu as plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, mine de rien, ça doit mettre une certaine pression de garder l'engagement, de toujours trouver quoi poster, de faire vivre et faire vibrer encore ta communauté, peut-être comme tu le faisais avant. J'imagine qu'il y a quand même une certaine pression à rester au standing. Je me rends pas compte, mais je sais que moi, si j'avais 1 million d'abonnés, je pense que je me mettrais une pression en mode faut que ça perdure, tu vois. En toute honnêteté, c'est pas forcément le million d'abonnés qui me met la pression parce que je l'ai eu... vraiment sur le très long terme. Je l'ai pas acquis au confinement, je l'ai pas acquis sur un passage télé ou un coup de buzz. Ça s'est fait tellement sur le long terme qu'on va dire que le palier, quand je l'ai passé l'année dernière, il m'a ému. Mais il m'a pas, j'ai pas senti une différence phénoménale. J'ai plus d'attention avec le million d'abonnés qu'avant, donc je suis contente de l'avoir passé. Par contre, ce qui m'a mis la pression longtemps, moins aujourd'hui, c'est plutôt la pression du milieu dans lequel j'ai mon contenu, en fait. C'est le milieu fitness. Ah oui. Ça a été plus difficile pendant de nombreuses années parce que tu as la pression de correspondre plutôt à un esthétique précis. Si t'es pas avec un taux de body fat très très bas, tu vois, le physique type, c'est la pilate girl extra maigre. Si t'es pas ultra mince, t'es pas forcément valorisé et tu vas toujours être comparé dans le milieu. Pendant très longtemps, ça a été un problème. Beaucoup moins ces dernières années, ça c'est cool. Tu m'étonnes. Ça c'est plus tourné autour de la santé, du healthy et du... Tant mieux. Voilà. Tant mieux, moi ça me va bien. Ça correspond mieux à mon message. Mais pendant de nombreuses années, j'ai dû plutôt lutter pour pas me faire manger la tête et rester à faire les choses pour moi, pour mon corps et pas pour correspondre à une esthétique. Pourtant, je suis très bien. Hein. Je suis bien dans ma peau. Je suis considérée comme mince et sportive et athlétique. Mais dans notre milieu, c'est jamais assez. Il faut aller dans un extrême si tu veux te démarquer. Et ça a plutôt été ça qui a été plus dangereux pour moi au niveau de ma santé mentale pendant des années. Et qui, maintenant, ça va. Et c'est sûr qu'après, tu te dis toujours, t'as 1 million de personnes qui te suivent. Comment garder l'aura de l'influenceuse ? C'est clair. Mais en même temps, t'as le droit d'être une personne normale et c'est dur de trouver l'équilibre, donc c'est pas facile. Voilà, c'est des questions existentielles d'influenceurs. Non mais voilà. je comprends de donc, fou. Ouais. Je comprends tellement et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce milieu-là qui se mettent la pression sur la beauté, le physique, l'image, la représentation. Et en fait, c'est pour ça que moi aussi, je suis très contente, tu vois, par exemple, de voir des Léna Situation qui représentent pas forcément la beauté type, enfin, tu vois, un petit peu... qu'on peut imaginer ou qu'on pouvait voir à l'époque. Justement, elle a cassé les codes à tous ces niveaux-là. C'est la plus grosse influenceuse de France, une chef d'entreprise hors norme. Elle est au devant de la scène sur les fashion shows, les machins, la mode. Et je me dis, trop bien. Tu vois, on a passé un cap, ce truc de il faut être toute parfaite. Hein. En fait, on s'en fout. Enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas ça qu'on veut. On veut du vrai, en fait. On a besoin d'une authenticité, mais pas une authenticité calculée non plus, tu vois. Il faut trouver la vraie authenticité. C'est très dur, même si on est honnête avec soi-même. Même quand on veut être authentique, on sait que on veut aussi que le texte y plaise, etc. Donc, faut trouver. C'est toujours un équilibre qu'il faut faire avec soi-même.
plus que ce que tu montres en public au final. Mais c'est bien, oui, c'est sûr que Léna, elle a apporté un vent de fraîcheur dans le milieu. Aujourd'hui, après, elle continue son évolution personnelle. C'est intéressant à regarder aussi. Là, il y a eu le Festival de Cannes avec pas mal encore d'articles. Mais c'est sympa de voir aussi qu'on peut être les deux, en fait. Moi, j'aime bien les gens qui s'assument, qui portent leur message, qui sont à la fois ultra lookés et qui, quand il faut être naturel, ils en font pas des tonnes en disant « Regardez, je suis pas maquillée ». Ça, c'est un trait que moi, j'aime beaucoup chez la créatrice Léna Situation. C'est que quand elle est pas maquillée, elle en fait pas des tonnes. Elle dit pas « Regardez, aujourd'hui, je suis nature peinture ». En fait, elle est les deux, elle l'incarne. Ça, j'aime bien. Ouais, elle joue pas. Il y a pas de jeu, il y a pas de fake. Et puis c'est assumé. C'est soit t'es en bombe atomique et t'es en bombe atomique. Le lendemain, t'es en pyjama. Et bien sûr qu'il faut montrer un peu des deux pour que la communauté continue de s'identifier. Bien sûr. On n'est pas bête. Faut les faire rêver aussi. Faut les faire rêver, mais rester authentique. Et mais malgré tout, j'aime bien la manière dont c'est amené. Après, je regarde un peu tout ce qui se fait sur les réseaux, mais un peu de loin quand même. Oui, moi, mais pareil. Mais tu vois, là, j'ai ce qui ne m'arrive jamais, j'ai acheté le magazine Forbes, chose que dans l'avion. Je me suis dit, je vais prendre 1 heure pour lire le magazine Forbes, je sais pas. Et donc, c'est Léna qui est sur la cover, et l'interview est super intéressante. En plus, cette nana est hyper intelligente. Et tu vois, j'ai eu plein de révélations en mode... c'est bien, ça fait du bien, elle fait du bien, et c'est quand même fou qu'une nana comme elle... Putain, tu te rends compte, aujourd'hui, elle travaille avec les plus grands créateurs. Je ne savais pas, elle travaille en marque blanche sur des stratégies de direction artistique en marque blanche pour des grandes marques dans la mode. Je sais pas si tu te rends compte. Et je me suis dit, mais c'est formidable, en fait. Et je comprends aujourd'hui pourquoi est-ce qu'elle marche autant et elle a vraiment ouvert la voie à quelque chose d'hyper important. Enfin, tu sais, ce truc qui était inaccessible, eh ben, elle le rend plus accessible. Oui, ça a ouvert plein de portes pour les créateurs de contenu. Même pour les créatrices de contenu. Là, le marché de l'influence et des youtubeurs, il était prédisposé pour les hommes, dominant pour les hommes, je cherchais mon terme. C'est vrai. Et là, c'est sympa d'avoir une femme aussi. Elle n'est pas la première en termes de nombre d'abonnés sur les réseaux YouTube, etc. Mais elle est la première en termes de référencement. C'est ce qui fait qu'elle est allée au Met Gala. On sait l'image, le poids, etc. Ça porte la France, ça porte les influenceurs, ça casse le côté influenceur de télé-réalité, ça met les créateurs de contenu sur un côté plus luxueux. Donc, en ça a apporté, je pense, beaucoup à notre milieu de manière globale. Complètement. Et elle en sort un peu, et c'est quelque chose que moi, par exemple, j'essaye aussi de faire, de pas être que créatrice de contenu, mais plutôt dans le milieu de l'entreprise, plutôt que le milieu de la Fashion Week, de la mode, etc., qui joue plus un rôle médiatique. Nous, c'est plus discret, c'est plus en off. Mais comme ça, on montre qu'en tant que créateur de contenu, on peut être autre chose. Mais complètement. Et d'ailleurs, c'est exactement sur ça que je voulais rebondir, parce que sur le magazine, tu as écrit influenceuse, entrepreneuse. Et je me suis dit, ça y est, on y est. Ça y est, on perçoit. Tu vois, moi, quand j'ai commencé mon podcast, j'ai reçu beaucoup de créatrices de contenu, chose que très peu de podcasts faisaient avant. Mais je sais pas pourquoi. Au fond de moi, je voulais montrer, et pourtant moi j'étais pas une créatrice de contenu, personne me connaissait au début. Je sais pas, je voulais montrer que toutes ces nanas qui font de la création de contenu sont des entrepreneuses. C'est pour ça que je te disais, tu es une chef d'entreprise, tu es une entrepreneuse. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter toute cette ascension? Donc tu commences par créer ton contenu sur le blog, par raconter une histoire, ton histoire, et puis ensuite c'est une ascension que j'aime parce que c'est un parcours qui prend du temps, donc ça veut dire que tu es une vraie bosseuse. Ça, moi, ça me parle beaucoup, plutôt que les trucs du jour au lendemain. Du coup, raconte-nous un peu comment cette ascension s'est faite. Alors moi, j'ai commencé sur les réseaux, comme j'ai dit, en blog personnel, sur Instagram, quand je pensais que c'était encore qu'une appli de retouche de photos. Donc vraiment, ça fait boomeuse, là, j'ai l'impression de prendre un coup de vieux. Mais on a commencé comme ça. Thibaut, mon compagnon, mon mari, pas mon compagnon, je l'ai critiqué quand il m'a appelé ça. Ton mari depuis peu. Ouais, c'est ça. Il m'a appelé sa compagne dans un podcast. J'étais pas contente, donc je vais pas l'appeler. Je suis ta femme. Je suis ta femme, Thibaut. Du coup, oui, on a commencé chacun de notre côté. On s'est rencontrés parce que mon parcours entrepreneurial, il est aussi lié beaucoup avec mon conjoint. Je vais pas l'invisibiliser. C'est quelque chose qu'on me reproche beaucoup de pas avoir réussi seule, mais c'est mon histoire, c'est comme ça. Comment ça, on te reproche beaucoup? Tu sais, c'est plus vendeur de dire que t'es une femme qui a réussi toute seule, sans son mari. C'est plus waouh pour plus girl boss, mais moi, je l'effacerai pas. C'est clair. Et du coup, j'ai commencé sur les réseaux comme ça. J'ai créé ma communauté de 0 à 50 000 abonnés. Quand j'ai rencontré Thibaut, j'en avais à peu près 120 000, donc c'était beaucoup pour l'époque, en 2015-2016. J'ai rencontré Thibaut en 2016 et on a déjà eu un coup de cœur affectif, forcément amoureux. Et lui, il était déjà coach. Il avait déjà développé son programme 90D à l'époque, qui était le seul en France qui proposait de la nutrition personnalisée. Il cartonnait. Il avait déjà commencé à quitter l'armée. Il avait changé de vie. Il s'était reconverti là-dedans. Et ça fonctionnait extrêmement bien. Donc, il avait déjà cette base business qu'il avait fait passer de mec au SMIC à l'armée a justement déjà développé un des premiers coachings en ligne qui marchait très bien en France. Trop bien.
Et nous, quand on s'est rencontrés, on a eu tout de suite aussi l'envie de créer quelque chose ensemble, mais très tôt. Alors qu'on était jeunes dans notre relation. Et on s'est dit, on va faire un petit challenge de sport. Et on a voulu faire quelque chose de différent de ce qui existait à l'époque. J'allais dire, c'était nouveau, ça, encore. Ouais, c'était nouveau. Il y avait des programmes qui se vendaient, mais pas le concept qu'on a sorti. On a été les premiers en 2017, en mars 2017, à sortir les tout premiers concepts de live en France, qui s'appelaient les MyFit. Donc, on a eu au départ 10 000 personnes 5 000 personnes sur la première édition. Ah ouais. C'était énorme. C'est un truc de fou. On a lancé, pour te dire, Sandra, aujourd'hui on se rend pas bien compte, mais en 2017, et oui, 2017, c'est hyper précurseur. Il y avait rien du tout. Et moi, j'étais pas non plus dans le business. C'était la première fois que je lançais quelque chose en mon nom. Et on a tellement bien travaillé sur le lancement, etc., qu'on a fait de quoi, justement, ça m'a permis de quitter mon travail à Nespresso dès la première édition et de pouvoir en lancer 3 dans cette année-là. C'était très long à l'époque, ça durait 8 à 9 semaines, où tu étais en live tous les jours, du lundi au dimanche. 8 à 9 semaines 8 à 9 semaines, je sais pas comment les gens nous ont suivis là-dessus à l'époque. Mais même vous, j'allais dire quelle horreur, mais c'est dur de tenir le rythme. C'était dur. Comme j'étais encore au travail, j'avais un mois de préavis. Ah oui. Thibaut faisait les séances quand je travaillais et on a commencé comme ça. T'as fait combien de temps ton boulot et le projet à côté du coup? Alors le lancement, j'ai fait qu'un mois parce que j'ai démissionné quand le lancement a très bien marché parce qu'économiquement ça me rapportait, ça m'a tout de suite permis de me lancer. J'ai utilisé ce levier-là pour partir. Sinon après j'ai fait pendant bien 3-4 ans lancer mes réseaux en même temps que j'avais mon activité à côté quoi. Je travaillais chez Nespresso, j'avais mes réseaux sociaux à côté. Alors attends, parce que tu as dit pour te lancer. Ok, c'est bon, j'ai compris. Oui, j'ai fait en gros de 2012 à 2016, j'étais chez Nespresso et je développais mes réseaux sociaux jusqu'à 120 000 abonnés. Et super. Après, en 2016... J'adore ce côté-là, pour montrer aux filles, c'est possible, les filles. Lancez vos projets à côté de vos boulots. Oui, j'ai dit ça dans un précédent podcast l'année dernière. J'ai dit aux femmes, le premier conseil que je donne, c'est pas vouloir tout quitter du jour au lendemain. Non, surtout pas. On y va progressivement, on commence step by step, et puis après, on se lance, quoi. Exactement. Et 2017, on a sorti les premiers concepts de live en France. Et comme on était précurseurs là-dessus, que ça ne se faisait pas, il y avait que des PDF, quelques vidéos YouTube à l'époque. Il n'y avait pas de programme complet où les gens pouvaient se motiver, casser la barrière de l'écran. Et ça a été notre plus gros point fort, bien avant, 3 ans avant les confinements où finalement les téléphones se sont développés, les concepts de live se sont développés. Et on a créé notre expansion économique pendant des années sur 5 à 6 éditions de MyFit en live. Ah ouais. Jusqu'à qu'il y ait le confinement, on a fait la dernière édition en live et les gens, ils voulaient tellement s'inscrire à chaque édition. Ils nous réclamaient de plus en plus d'éditions. Dès qu'il y en avait un qui finissait, il fallait qu'on en sorte un nouveau et nous, c'était épuisant de faire tout le temps des lives. Et puis, on n'avait pas la bonne qualité. La plateforme on faisait des lives sur Facebook. Donc, voilà. Le côté application s'est développé pendant le confinement parce qu'on a passé un cap en termes d'utilisateurs. Tu as peut-être remarqué même toi avec ta consommation personnelle. Avant, on ne mettait pas un centime dans nos applis. Hein. Dès que tu devais télécharger une appli sur un téléphone, quel qu'il soit, c'était gratuit ou rien. C'est vrai, c'est vrai. Et avec Netflix, avec tout ce qui est l'ubérisation des services, etc., qui fait que tout s'est développé en appli mobile. Maintenant, n'importe quelle grosse entreprise, Decathlon, SFR, Nike, des boutiques, tout le monde a son app. Ouais, c'est vrai. Ça s'est développé et au fur et à mesure de sortir des éditions en live, Thibaut qui continuait son 90 day, les gens réclamaient que tout soit au même endroit et qu'il y ait plus de choses. Donc, en fait, au final, l'application est sortie en 2021 suite au succès des MyFit. On a développé quelque chose d'un peu plus premium, un peu plus développé, un peu plus abouti pour justement faire évoluer le produit, en fait, le service. Voilà. Et c'est ça, du coup, qui vous a fait être connu, c'est les challenges que vous avez lancés. Et vous avez fait ça sans cesse. Eh ben, on a commencé en 2017 et on en a fait de plus en plus. Donc des challenges sportifs tous les jours, il y avait un nouvel entraînement, c'était quoi un programme. En fait, tu avais un programme, au lieu d'avoir un 5 PDF et d'être livré à toi-même, tu avais un rendez-vous sur Facebook, tu lançais ton appli, tu avais la séance en direct qui après restait en replay. J'avoue, c'est hyper précurseur parce que ça, les vidéos, les vidéos, j'ai commencé un peu à regarder des vidéos de fitness, mais pas en live, avant le confinement, avant le Covid. Mais après, après ça a explosé. Mais ouais, c'est hyper précurseur, ok. Je comprends, du coup. J'essaie de capter un petit peu, tu vois, quelle était la différence, comment vous avez fait, etc. En fait, on faisait sur Facebook. On avait créé un groupe Facebook, on ajoutait tous les gens à la main. La première édition, il y en avait 5 000. La dernière, il y en avait 37 000. Ah, waouh. Donc, on passait beaucoup de temps à ajouter, vérifier les gens à la main. L'application nous a sauvés pour ça. Tout était automatisé, mon Dieu, mais merci. Ah ouais. Mais c'était long, hein. Et dans votre com, vous avez fait tout ensemble, à deux. Enfin, les gens vous connaissent à deux. Oui, ils nous ont beaucoup connus à deux. Et
quand on a lancé l'application, du coup, c'était beaucoup rattaché à notre image à tous les deux. Maintenant, Thibaut s'en éloigne un petit peu parce que pour plein de raisons, comme le fait, l'envie personnelle, 43 ans, ça fait 15 ans qu'il fait ça, et puis le côté où il a besoin de se concentrer sur le business et le développement de la boîte. Mais oui, on s'est beaucoup fait connaître à deux, tout en gardant aussi nos projets un peu respectifs. Ok. Et vous avez 10 ans d'écart? Ouais. J'adore. Enfin, 9 ans. Très exactement. On va pas le vieillir, enfin plus que ça, il va me tuer sinon. Ouais, on a 9 ans d'écart. J'adore parce que du coup, moi, avec mon chéri, on a 13 ans d'écart. Oh, c'est bon. Et ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Lui plus que toi ou toi plus que lui? Non, lui plus que moi. Ok. Toi aussi, lui plus que toi. Ah ouais. Ok. Et enfin, je sais pas, est-ce que tu avais peur au début de te lancer dans une relation avec 10 ans d'écart, enfin 9 ans, pardon. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a une histoire derrière cette relation? J'ai pas eu peur. Quand je l'ai rencontré, j'ai su très vite que c'était lui. C'est tout bête, mais je l'ai vu. La première soirée qu'on a passée ensemble, il y avait des comportements, des gestes et des choses où je me suis dit... Bon, j'étais pas totalement sûre, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est sûrement lui, le bon. Mais j'avais 23 ans, il en avait 32, donc j'étais très jeune. Je sais pas à quel âge t'as rencontré ton compagnon, mais... 24, 38. Ah ouais, tu vois. 24 et demi, 38. 23, 24, ouais. Moi j'étais le style de personne à vouloir la sécurité dans une relation très vite. Je savais très vite ce que je voulais. Donc un homme plus âgé, c'est quelqu'un qui a vécu, c'est bon, qui a fait sa vie, qui a peut-être plus envie de s'opposer. Donc j'étais très contente d'être avec quelqu'un de plus âgé que moi. Émotionnellement, ça m'apportait beaucoup. Mais quand t'es jeune... t'as aussi l'impression de pas être à la hauteur. T'as l'impression que est-ce qu'il va rester avec toi? Est-ce que t'es suffisamment développée aussi en tant que femme pour assumer cette relation? Un peu peur les premières années, et puis après, en général, ça passe. Ah, trop marrant. Voilà. Moi, c'était tout le contraire, petite parenthèse. Mais du coup, moi, j'étais très faux-folle à cet âge-là. J'avais jamais regardé un mec qui avait plus de 25 ans, tu vois. Pour moi, c'était no way, quoi. Donc, Ils sont beaux à la trentaine, hein, je trouve. Alors, moi, j'étais pas du tout dans ce délire. Alors, ça m'a ouvert à un autre spectre. Le champ des possibles. Voilà, exactement. Mais moi, j'étais en mode, mais non, je ne veux absolument pas me lancer dans cette relation. C'est hors de question. Tu vois, j'ai tout fait pour fuir ce truc, mais impossible. On était trop aimantés et rien faisait qu'on pouvait se désaimanter. Mais non, pour moi, c'était très difficile de me lancer dans cette relation. Je voulais pas du tout être avec un homme plus âgé que moi. Toi, ça t'a bloqué l'âge? Ah ouais, mais de ouf. Je voulais même pas sortir avec lui dans la rue. C'était très, très problématique, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Bah, après, ça dépend peut-être aussi de... Moi là, m'a pas gênée parce que vraiment physiquement c'était mon type. Il faisait plus jeune, il a pas d'enfant, il était pas marié. Ah oui, donc il avait pas d'enfant. Voilà, il était très disponible. Donc en fait, on a pu entamer une relation comme si on avait le même âge entre guillemets, sans barrière, sans passé. Donc si ton compagnon avait des enfants, c'est pas la même projection avec quelqu'un. Complètement. À 24, tu deviens belle-mère aussi. Enfin, il y a un rôle qui est pas le même quand même. C'est pas, je peux comprendre. Voilà. Donc c'était un peu le cas de figure. Mais du coup, j'aime beaucoup forcément. Tu as les personnes qui sont avec un conjoint plus âgé. Moi, ça me parle beaucoup parce que c'est des relations qui sont très très différentes. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est spécial d'être avec quelqu'un de plus âgé. C'est à part quoi. Au final, moi, je suis trop fière de notre relation, de notre histoire. J'adore. Mais ouais, c'est un vrai choix de vie en fait. Ouais. Surtout quand c'est famille un peu recomposée, mais ça apporte tellement du bon. En général, c'est que ton âme intérieure est un tout petit peu plus vieille et qu'il fallait aller chercher la bonne personne à une petite génération au-dessus. Mais c'est ça. Donc c'est ça. Complètement. Mais du coup, très intéressant. Et donc, vous êtes lancés ensuite tous les deux ensemble pendant plusieurs années. Et là, monsieur se retire pour être un petit peu plus sur la stratégie. C'est ça. Nous, un peu ça l'idée. Oui. Depuis qu'on a lancé l'application, ça s'est développé de manière exponentielle pour nous. On est très contents, mais on a dû beaucoup travailler. Déjà, à la base, on avait un petit noyau pour les MyFit. On avait constitué une petite équipe, mais qui était là avec des externes. Donc, ça permettait de faire déjà les MyFit de manière ponctuelle dans l'année. Mais quand on a dû sortir l'application, on a dû faire du contenu très régulièrement pour assurer le développement, la pérennité de l'appli, le fait que les abonnés restent abonnés, tout ce système-là qui était très différent. Et après, on a dû constituer une équipe, développer la boîte, la structurer, la professionnaliser, enfin vraiment tout faire depuis 4 ans maintenant, 4-5 ans. Et à un moment donné, Thibaut, il peut pas tout faire. Donc moi, ça me gêne pas. J'ai encore l'énergie et la force d'être sur les programmes, de faire du sport avec eux, de rester dans le fitness. Lui, il a aussi changé de sport, changé de discipline, il fait beaucoup de vélo. Et puis surtout, il est très très fort en entrepreneuriat.
Je considère que mon mari est encore plus entrepreneur que moi. Là où moi, je suis plus la créative des projets, je suis plus dans l'inspiration, j'échange avec les gens, je porte aussi les valeurs et tout ce qui incarne Gritty. Et lui, il va aller chercher des choses auxquelles parfois on ne pense pas, il va aller chercher plus loin. Il a une posture différente, il a une manière de fonctionner dans sa tête qui est différente. Et donc, qu'il se concentre plus sur ce qu'il sait faire, sa zone de génie, plutôt que de venir sur les programmes où je pense il a fait son temps. Ouais, je comprends. Et puis, il faut être aligné avec nos désirs de changement, voilà, on passe à autre chose, c'est OK. C'est ça. Plutôt que de se forcer à faire le truc, ça se ressent en plus, quand t'es désaligné, je pense que les gens le ressentent bien. Trop bien. Ouais. Quel parcours? C'est pas mal. Mais oui, carrément. On est content. Et tout à l'heure, tu me disais, on intègre 1 à 2 nouvelles personnes par mois. Ouais. What's going on? Il fallait bien. Je pense qu'on aurait dû le faire depuis un petit moment et qu'à un moment donné, on s'est dit, il y a eu beaucoup de changements pour nous. On a changé de nom de l'appli par rapport à nos débuts. Elle s'appelait Fit Fight Forever. Trop compliqué, trop long. Les gens se trompaient, mauvais référencement. Il a fallu faire tout un travail depuis le lancement pour améliorer et sécuriser l'appli. Et puis du coup, il a fallu aussi s'armer d'une équipe de gens qui viennent faire tout ce qu'on faisait nous, mais en mieux. Donc il faut les recruter, structurer une équipe, l'organiser. Et ça a permis de recruter au fur et à mesure des priorités. Tu m'étonnes. On est passé, on a quasiment doublé les effectifs depuis septembre. Et du Vous êtes 25, non? C'est ça que j'ai vu? Ouais. Là, on est une vingtaine dans l'équipe fixe et on est une trentaine avec les externes très proches qui travaillent avec nous, les collaborateurs un peu externes. Et du coup, ça fait du monde. Et comme il faut que les gens, faut les former, faut les intégrer, faut créer des process avec eux. Et tous les 3 mois, il y a une nouvelle personne. Dès qu'elle est formée, hop, on passe au recrutement suivant. Et on a constitué l'équipe de la base déjà, de tout ce qu'on avait besoin, qui nous manquait. Et comment tu as structuré ta boîte aujourd'hui? C'est quoi les pôles? Est-ce que tu veux nous parler un peu de cet aspect-là? Plus invisible, j'imagine. Pas plus invisible, ça c'est sûr, mais sans eux, il n'y a rien. On est tous d'accord. Donc on a tout qui est en interne chez nous. On a des locaux qui sont à Lyon et on fait tout à domicile. Il n'y a rien qui est externalisé. On a juste certains prestataires externes à qui on travaille souvent, comme notre styliste culinaire qui fait les photos. Un studio... Oui, tu as l'air de faire des recettes sympas d'ailleurs. Ouais, alors c'est pas moi qui les fais. On a tout un pôle food, on a une diététicienne, un manager de pôle recettes qui gère toute la planification, l'organisation, ce qui est pertinent, l'amélioration des recettes, les plans alimentaires, tout ça c'est nos diététiciennes qui les font, la pertinence des recettes, les macros, tout ça, tout est fait en interne. On a des studios food, on cuisine aussi sur place. Trop bien. Si un jour tu veux venir à Lyon, Sandra, Mais carrément. T'es la bienvenue. On fera une recette ensemble. Avec grand plaisir. On a tout chez nous. On a les studios de tournage, donc on a 3 décors fixes qui sont dans nos studios pour pouvoir tourner en permanence avec nos coachs toutes les semaines. On a un tournage quasiment toutes les semaines, 3-4 tournages par mois de programme. Et on a donc tout ce qui est le pôle vidéo, c'est-à-dire un manager de pôle et 3 vidéastes monteurs qui sont là en permanence en interne pour pouvoir fournir le meilleur contenu et qui soit le plus ajusté possible aux clients, à l'expérience client. On a en termes de pôle, le pôle produit, tous ceux qui développent le fait que l'expérience utilisateur se passe bien, que l'appli elle soit pertinente, qu'elle soit plus simple, que les boutons soient bien, les améliorations, les futures fonctionnalités, les fonctionnalités existantes qu'on peut améliorer, tout ça. On a le SAV, aussi le service après-vente qui est dans les bureaux, qui n'est pas externalisé, tout est chez nous. On a le pôle partenariat, le pôle social média aussi. On a 2 personnes qui sont dédiées aux contenus réseaux sociaux. On a une agence de marketing qui travaille avec nous, qui est aussi lyonnaise, mais qui est du coup parmi nos prestataires externes qui sont tout le temps avec nous. Ça s'appelle l'agence Evol. J'en fais une dédicace ici, le podcast. Ils travaillent avec nous depuis les débuts. Ah ouais, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Ça fait 10 ans, ils travaillaient avec Thibaut avant que je le connaisse. Ah, c'est dingue. Donc, ils se sont développés avec nous. Et on a, je dois en oublier... que je n'oublie personne. Attends, c'est hyper important. On a notre RH qui est avec nous. Ah, t'es une RH. Ça, faut. C'est fou par contre. Hein. Ça, tu t'es pas dit ça le jour où j'ai une personne qui est chargée des ressources humaines? C'est dingue, non? Je trouve ça dingue. Ah non, c'est hyper important. Si j'avais pu l'avoir avant, c'est incroyable. On l'aurait eu. Oui, mais voilà. Donc, tu sais que quand on a une, t'as une vraie boîte, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On l'a depuis 1 an et puis elle nous a aidé à développer à faire les recrutements. Mm-hmm. Donc c'est bien. Incroyable, parce que c'est tellement important. C'est tellement important, dur, les hein. RH. Ah, bien sûr, c'est dur. C'est dur, hein. C'est le plus dur dans l'entrepreneuriat, comme tous les entrepreneurs le disent, c'est la gestion de l'humain. Mais tellement. Mais c'est important. C'est très important.
Ouais, moi, on m'a souvent dit arrête de recruter. Enfin, arrête. Qu'est-ce qu'on dit? Ah oui. Sandra, t'es pas en train de créer une association, ni une famille. Ah bon? Moi, je recrute des copines, tu vois, des copines compétentes. Mais c'est vrai que je suis pas encore passée. Je suis en train de passer ce step-là. Mais tu sais, ce truc de. Et je sais pas si j'y arriverai un jour. Je sais pas comment toi tu gères ça au quotidien, mais moi, j'ai besoin d'être un peu copine avec c'est ma crew, quoi, tu vois. Enfin, donc c'est vrai que des fois j'ai pas le bon vocabulaire, je me dis putain tu peux pas leur parler comme ça, tu sais, je dis hey, salut bro, enfin tu vois genre et je me dis mais peut-être qu'il faudrait pas que j'ai cette posture là. Je sais pas quelle est ta vision des choses par rapport à ça, toi? Nous c'est très différent, justement c'est presque l'inverse. Ah waouh. Pour éviter la familiarité, pour qu'on puisse avoir un climat de travail qui soit sérieux, qu'on soit une entreprise sérieuse, et pour le fait qu'on comprenne qu'on travaille pas pour Justine et Thibaut mais plutôt pour Gritty, et qu'on travaille pas pour les fondateurs mais qu'on travaille pour l'entité et pour l'entreprise, et que les gens ils se sentent pas pour nous en fait, pour nos personnes, mais qui travaillent pour l'ensemble, pour la mission, pour ce qu'on fait là-bas, parce qu'on a vraiment une mission avec Gritty, et c'est ce que j'essaye d'expliquer sur mes réseaux, mais moi ça me va bien aussi que ça soit un peu rattaché à nous, on va pas l'enlever, mais moi j'essaye d'avoir cette posture, comme tu vois là, je suis en costume, donc j'essaye de m'habiller comme ça, donner la dynamique en fait au travail, pas arriver en freestyle, je fais attention à comment je leur parle, à quelle est ma tenue, par expérience. Maintenant qu'on a 20 personnes, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, de tout âge, de tout horizon. Au début, on a été très familiers, et ça pose problème au bout d'un moment. Ça pose problème quand il y a des conflits, quand il y a de la vie d'entreprise classique ou des demandes, etc. Et quand tu commences à devoir dire non, parce que des fois, en tant que chef d'entreprise, tu es obligé de dire non, et ben la posture copain-copain, il a ses limites. Ouais, pour le respect, pour la considération, pour le sérieux, etc. Donc on essaye d'avoir un ton formel, mais on reste dans un climat agréable. Oui. Mais nous, en tant que patron, on est obligé de devoir avoir une posture, comme j'ai là, comme tu me vois, avec au moins la tenue, la présentation, c'est important. Mais ça n'empêche pas d'avoir un bon climat avec ses équipes, mais on ne peut pas se permettre... hélas, ce ne sont pas mes amis. Bah oui, je comprends. Mais pourtant, il y a des personnes dans mon équipe, je pense que s'ils n'étaient pas mes salariés, c'est des gens avec qui je pense que en dehors, ça serait tes potes. Ouais. Mais je comprends. Mais comme on est aussi beaucoup dans des projets où ça demande du sérieux, de la concentration, pour avoir de l'exigence, on est obligé de cadrer aussi un peu les échanges, quoi. Mais ça dépend toujours de comment t'es dans ta boîte. Peut-être que combien est-ce que tu as de personnes dans ton équipe, Sandra? On est 10, sans compter les personnes qui sont au pôle, ce qu'on appelle les talents recruteurs, qui sont des vendeuses, qui sont 10 aussi, donc ça fait une vingtaine. C'est que des externes, j'ai pas de salariés. Hein. Ouais. Mais du coup, ça fait du monde. Mais je sais pas, en fait... Mais je pense qu'il n'y a pas une bonne manière de faire. Parce que je pense que ça dépend vraiment de ton entreprise. Parce que moi, je vois dans certaines autres boîtes avec d'autres entrepreneurs, ça dépend vraiment du climat que tu as avec tes amis, surtout, enfin, de tes amis, tu vois. Oui, lapsus. Avec tes équipes, parce que malgré tout, moi, je suis une jeune femme, et des fois, il y a beaucoup d'hommes aussi dans certains secteurs, et puis pour te faire respecter, tu es obligé d'avoir une certaine tenue. Peut-être moins dans ton secteur, peut-être que c'est plus, tu as une équipe, un crew féminin aussi. Oui. Beaucoup, et en plus tu parles beaucoup aux femmes, donc peut-être aussi dans ta dynamique ça pose pas problème, tu vois, il y a pas de règle universelle, j'ai l'impression. Non, c'est clair, mais tu vois, je pense qu'il y a un switch qui se fait à un moment donné quand on est prête aussi, et je pense que mine de rien, le fait d'avoir cette posture là, ça t'économise à toi aussi de l'énergie, parce que forcément que quand tu as plus de proximité avec tes équipes, naturellement, ça va plus te pomper d'énergie, parce qu'il y a plus d'échanges qui sont pas forcément des échanges sur le travail, et plus de rigolades, de machin. Mais après, je sais que, tu vois, je pourrais pas, je pense que je serais très malheureuse si j'avais pas ça m'apportait pas autant de joie, de rire et de proximité. En tout cas, ou alors j'ai pas passé ce step encore, je sais pas. Après, on peut rigoler avec les gens sans être leurs amis. Moi, je crois que je sais pas faire. Moi, je rigole, mais après, en tant que patronne, tu peux pas leur faire des blagues comme à tes amis, tu vois, parce que malgré tout, ça peut être mal interprété. Il faut faire attention. Mais par exemple, nous, on a développé une salle de sport dans notre espace de travail. Il y a une salle qui est dédiée pour les équipes. Donc le soir, quand je m'entraîne avec eux et qu'ils sont là, j'enlève un peu la casquette de chef d'entreprise. On est tous en tenue de sport, ça s'entraîne, mais je garde une certaine posture. Je leur claque pas sur l'épaule, je les prends pas dans mes bras, mais par contre, ça rigole, ça met de la musique. On fait des séminaires où on rigole, on boit des apéros, on se raconte nos vies, on discute plus, on fait beaucoup de trucs d'entreprise. Donc ça casse un peu le côté froid. Mais quand on bosse, il faut qu'on soit concentré. Donc il faut que ça puisse qu'il y ait une ambiance de
travail sérieuse en fait. Mais comme j'ai connu les deux, je sais maintenant trouver l'entre-deux, entre le trop sévère et puis le trop familier. Et comme ça, après, t'es pas trop mal. Ouais, c'est vrai. Après, je pense que j'arrive à switcher, tu vois, genre je peux passer de la bonne copine. Après, les filles savent que je suis hyper exigeante. Je switch, c'est... par contre, je reste toujours hyper bienveillante, etc. Mais tu vois, j'ai été très malheureuse. J'ai été directrice d'hôtel avant, à Paris. Et j'ai été très malheureuse d'être toute seule sur mon trône. Et t'as vraiment, quand t'es directrice d'hôtel, alors ça dépend si c'est toi qui as créé l'équipe, c'est différent. Mais quand t'arrives dans un hôtel où il y a déjà l'équipe sur place, et ben j'ai vécu ce truc où t'es toute seule en haut de ta tour et c'est horrible. C'est particulier. Quand tu commences à avoir une équipe, je pense à partir d'un certain nombre, avec certains enjeux, tu te sens forcément seule au-dessus de la je tour. pense. C'est un peu la chose à laquelle on se prépare pas. Ouais. Tu peux te sentir très seule. Moi, ça m'arrive de me sentir seule des fois dans ma posture au travail. Après, tu trouves l'équilibre aussi. J'essaie d'avoir des amis à l'extérieur, mais ma vie est en décalage avec mes amis maintenant. Heureusement que j'ai mon conjoint, mon mari. Mon mari. On a dit le mari. mon Thibaut. Le seul qui puisse comprendre ma posture, c'est celui qui est dans la même posture que moi. Et c'est vrai que j'essaye justement d'élargir mon cercle, même à Paris, à rencontrer un peu des gens comme toi, comme d'autres chefs d'entreprise de femmes. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Justine Hutto aussi. Ah, trop bien, on l'a reçue il n'y a pas longtemps. Ouais, elle est super. Elle est super. Vraiment. Et ça fait plaisir d'échanger avec des gens qui ont un peu la même vie que toi, parce que t'as quand même des choses qui pèsent sur tes épaules et tout. Complètement. Mais t'as raison, le but c'est... Moi, je suis quand même contente, j'ai trouvé l'équilibre pour arriver au travail en me disant je suis contente quand même de voir mes équipes. Complètement. Tu peux quand même rigoler, tu peux quand même t'amuser, et même s'il y a des tâches qui me sont pénibles, d'organisation, de trucs chiants qui sont pas dans la création mais qui sont indispensables, et tu t'enlèves du stress, à un moment donné t'as un meilleur climat et t'es quand même contente même toi d'aller au travail. Mais tu restes la patronne et que du coup, tu restes quand même un peu seule dans ton, bien sûr. Dans ton truc, quoi. Bien sûr, et on aime être les patronnes. Je pense que si tu es là où tu es, c'est que tu aimes l'être, et voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et je suis contente que tu parles un petit peu des dessous, parce que sur Instagram, là, tout ce que tu racontes, on le voit pas. Tu vois, j'essaie d'en parler un peu, mais faut suivre tous mes posts, quoi. Mais c'est dur, c'est pas facile. Voilà, je pense que c'est chouette d'avoir ces coulisses-là et de voir ce côté. En tout cas, moi, j'adore ce côté plus chef d'entreprise, structuration, équipe, posture. Tu vois, je trouve très très intéressant. Donc merci pour ce partage. Je t'en prie. Est-ce que vous avez des futurs projets ? Enfin, toi, du coup, est-ce que tu as des futurs projets à venir que tu es en train de développer ? J'aimerais passer plus de temps à pouvoir faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire faire un peu plus de prise de parole sur des podcasts, à pouvoir intervenir, raconter justement mon expérience. Super. J'ai une expérience qui reste jeune. Je suis un bébé dans l'entrepreneuriat. Oh, quand même. Non, il y a des gens qui ont développé des choses bien plus développées, qui ont une expérience de carrière. Je pourrais donner de l'expérience même sur la gestion de mes équipes. J'ai trop la tête encore dans l'action. Dans quelques années, j'aurai encore beaucoup plus de choses à apporter, mais je peux déjà apporter ce que sur mes 10 dernières années, ça c'est sûr. Complètement. Et sur la gestion des émotions, toutes ces femmes qui se sont lancées ces dernières années, qui sont en train de se développer, il y a beaucoup de choses qu'on peut tous se partager. Après, en termes de boîte, on a beaucoup d'ambition pour Gritty, donc forcément, on va aller chercher les étoiles au maximum. On va essayer d'aider un maximum de gens pour faire des choses simples, que le sport, ça soit simple, que ça donne envie aux gens de faire du sport, de manger mieux. Il y a de plus en plus d'obèses en France. La mission, elle est forte chez Gritty. On se lève le matin avec une vraie conviction, pas juste de faire de l'argent, pas juste de faire des programmes de sport. On est content quand il y a des gens qui nous disent qu'ils vont mieux parce qu'ils ont fait un peu de sport. Ma maman, elle a un cancer du sein. Et voilà. Forcément, c'est des sujets qui te touchent. Ce que je voulais dire, c'était que, par des histoires personnelles et familiales, je me suis rendu compte aussi que le sport, ça reste important pour la santé, pour les gens en mauvaise santé, etc. Donc, ça reste le message fort de Gritty. Les émotions sont encore un peu dans la voix, mais ça va. Donc, le message, il est là. La force de Gritty pour les années à venir, la conviction profonde, elle est toujours là. Et après, à titre personnel, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de faire plus de choses comme on fait là, des podcasts, aller porter ma voix, aussi retrouver un peu d'influence, peut-être relancer d'autres projets, mais déjà concrétiser ce qu'on fait là, solidifier tout ce qu'on fait là, le pérenniser parce que rien n'est acquis. Et puis voilà, déjà, on se rend pas compte, j'ai pas envie de multiplier les projets, j'en ai même arrêté certains. T'as raison.
Et voilà. C'est conseillé en général de focus sur une chose. Cette chose-là, tu l'améliores jusqu'au bout du bout du bout du bout. Exactement. C'est ça en général qu'on recommande de faire. C'est ça. Mais en tout cas, c'est beau. Tu portes une vraie mission. Comme tu le disais, c'est pas juste pour faire du fric. Il y a une mission derrière et en général, c'est les projets qui portent le plus l'audience. Tu vois, c'est ça. On a Après, besoin de ça, quoi. On reste toujours dans des entreprises à but lucratif. Le but, c'est de se développer économiquement. On va pas faire comme si on voulait pas gagner de l'argent. Bien sûr. Moi, j'ai envie de continuer de gagner de l'argent, que mon entreprise gagne de l'argent, que mes salariés gagnent de l'argent, que tout le monde soit bien payé, que nos coachs soient bien payés et que les clients soient contents. C'est surtout ça l'essentiel. Complètement. Un beau petit cercle vertueux et comme ça, on adore. On est content. Que veut dire Gritty ? Gritty, c'est en rapport plutôt avec les grits. C'est les premiers cours de sport peut-être que tu as connus en salle il y a 10 ans. C'est un petit clin d'œil, mais en vérité, Gritty ne veut rien dire de spécial. On a travaillé pour un mot très simple qui se retient facilement, qui a une connotation légère et en rapport avec le sport qui est de l'énergie. Mais ça n'a pas de signification. Ça avait pour but d'être facilement retenable, facilement trouvable et facilement à écrire aussi pour qu'on soit mieux référencé et mieux trouvé. En parlant d'écrire, tu as pensé à écrire un livre, par exemple ? On a la maison d'édition de mon mari qui a fait des livres de recettes depuis 2018, qui me tanne pour des livres, mais j'ai rien à raconter. Oh, tu peux pas dire ça, non, Justine. J'ai rien à raconter pour l'instant. Je préfère les dire avec toi en podcast. Ah non. Non, j'aurai des choses à dire concrètes quand j'aurai le parcours d'entrepreneuse, comme par exemple la créatrice des Secrets de Loli dans 10 ans, quand j'aurai vraiment des belles choses à dire. En attendant, j'ai des choses à raconter à l'instant T avec les émotions dans des podcasts. Mais pour l'instant, ça serait trop irrévérencieux de sortir un livre maintenant. J'ai rien de... Oh non, je suis pas d'accord. J'ai rien de spécial à apporter, quoi. Ça serait plus... Non, alors je suis désolée, je peux pas dire que je suis d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord. Et tu sais, dans le sens où... Alors toi, déjà, tu as l'impression de rien avoir à raconter. Enfin, je pense que pour toutes les auditrices qui nous écoutent, pour elles, c'est énorme. Et rien que pour elles, tu vois, toi qui es très tournée vers les autres en plus, en fait, on a aussi besoin de personnes qui n'ont pas non plus gravi l'Everest. Et toi, tu as déjà fait des choses formidables. On a besoin d'avoir des personnes à des étapes différentes. Tu vois, si on n'a que des Oprah Winfrey, nous, on n'arrive pas à se projeter. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est sûr. Mais je préfère le partager parce que écrire un livre, c'est du temps. C'est de l'argent. Ah oui, ça, c'est pour sûr. Gagner 5 centimes sur un livre, en fait, je veux dire... Bon, là, on est plus dans la rentable. Mais c'est pas rentable en termes de temps et d'énergie. Sûr. Et si j'ai des choses à raconter aujourd'hui, je préfère les transmettre avec des formats qui sont plus adaptés à l'audience, plus écoutés, gratuits, et qui vont avoir plus d'impact que de devoir se taper un livre pompeux sur ma vie et mes sentiments qui, pour le coup, méritent d'être plus faits à l'écrit, à l'oral qu'à l'écrit ou en vidéo pour transmettre les émotions, je trouve. Ouais, je comprends. Mais peut-être un jour, faut jamais dire jamais. Ouais, pas cracher dessus non plus. Je suis sûre que tu le feras un jour. Peut-être. On verra. C'est pas un projet en tout cas. Ouais, c'est pas un projet. Mais par contre, je comprends. C'est vrai que c'est du temps, quoi. C'est du temps. Hein. Ouais. Mon mari, il a écrit des livres de recettes. Il en a sorti 3. Ils ont été best-sellers chez Marabout et plus de 700 000 exemplaires là en deux. C'est énorme. C'est énorme. Et je sais le temps que ça a pris pour un livre de recettes. Ouais, donc je ne veux pas me lancer dans. J'arrête des projets, c'est pas pour en lancer un autre. Ça, je te le garantis. Je comprends. Mais voilà. Je comprends. Est-ce que tu as un rêve justement ? Tu dis voilà, t'es pas encore allé taper vraiment ta vision, Dream Vision. C'est quoi tes rêves J'ai un rêve très précis que je vise vraiment en objectif de vie, c'est vraiment autour de la boîte, qu'elle reste avec moi ou si un jour potentiellement ça soit revendu dans 10 ans ou 20 ans, peu importe. Je veux que Gritty soit l'aide accompagnant d'un maximum de personnes en France. Et ça, avant d'aller taper les grosses boîtes qui font ça, il y a vraiment de la marge. C'est vraiment un gros projet de vie. C'est pas notre bébé, c'est notre projet de vie. C'est ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est que Gritty soit incorporé à la vie des Français pour la santé, pour le bien-être, qu'on ait un vrai impact avec ce qu'on fait, qu'on ait une vraie mission, qu'on laisse une empreinte, je pense. Okay. Tu parles tout à l'heure du sport pour la santé, tu parlais du fait qu'il y avait beaucoup plus d'obèses en France, etc. Je sais que tu as été diagnostiquée cœliaque. Je pense que c'est un sujet sous-coté dans le sens où moi j'ai un problème de thyroïde depuis que j'ai 19 ans, j'ai une hypothyroïdie. Et en fait seulement maintenant, attention, ce que je vais dire est complètement choquant, grâce à ChatGPT, désolée, qui est mon coach en tout, très clairement, c'est grâce à lui en fait que ChatGPT m'a expliqué que si je voulais réduire mon traitement, voire peut-être même un jour avoir la chance d'arrêter mon traitement, il fallait déjà que je commence par l'éviction du gluten, ce que je ne savais pas, l'arrêt quasi du café, lait de vache qui est très inflammatoire aussi. J'ai arrêté le gluten, Justine, ça a changé ma vie.
Alors, j'étais quelqu'un d'extrêmement fatigué. J'ai toujours remis ça sur le truc de l'hypothyroïdie. Oui, mais d'où vient l'hypothyroïdie? Bref, très mal au ventre, très souvent. Enfin bref, j'avais jamais... Tu vois, je me suis dit, bon, je sais pas, je suis comme ça, en fait. Tu vois, tu te poses pas de questions. C'est une fatalité. Ouais, je suis comme ça. Putain, ça a changé ma life. Alors, par contre, hier, j'ai mangé une pizza. Waouh. J'ai pris cher. Et encore, tu vois, moi, en plus, j'ai ça, mais avec les douleurs en plus. Donc, c'est pire, c'est affreux. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont plein de maladies ou de pathologies ou qui sont en lien avec la nutrition inflammatoire. Mais bien sûr. Donc, t'arrêtes le gluten, t'arrêtes le lactose, d'un seul coup, par miracle, tu vas mieux. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Mais sans être cœliaque, sans forcément... Absolument, voilà. Absolument. T'arrêtes ça et ça te limite énormément de choses. Et comme t'arrêtes aussi toutes les merdes industrielles, des fois, tu maigris aussi. Donc, c'est bien aussi pour les objectifs de perte de poids, tout ça. Mais c'est un truc de malade. Le nombre de gens qui ont des maladies qui sont liées à la nutrition et à l'hygiène de vie. Et par contre, c'est pas facile de manger sans gluten, c'est pour ça que je rebondis. Mais sur Gritty, on a sorti des 700 recettes Mais c'est ce que j'allais te demander. Oh my god. Sans gluten, sans lactose, sans œufs, sans arachide. On a fait tous les allergènes. Et t'as le livre de recettes sans gluten ou pas? J'ai l'appli, moi. J'en ai 700 dessus, donc j'ai pas. C'est l'appli qui fait guise de livre recettes. Okay. On a même des menus, tu vois, les gens ils peuvent avoir des menus sans gluten. On a essayé déjà, j'ai développé ce que moi j'avais, et puis on va développer pour le reste. Trop stylé. Mais quand je te dis que c'est vrai qu'on veut aider un maximum de gens, on se tourne vraiment sur ce type d'alimentation-là. Mais ouais. Je pense que c'est le bon moment. Tu vois, on a commencé un petit peu à en parler, les trucs sans gluten, mais c'était vraiment pour les gens sans gluten qui sont vus comme des gens sans gluten. Tu vois, c'est un peu genre des extraterrestres. Mais là, en fait, moi aussi, j'ai envie de porter un message là-dessus, en mode, ça a changé ma vie. Ouais. Et en fait, au début, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je vais bouffer, pour parler très crûment. Et en fait, quand tu te rends compte des bien-être concrets dans ton corps sur ta vie et que tu remanges du gluten et que là, mal de ventre, mais du coup multiplié parce que ton corps a de moins en moins l'habitude, tu te dis, mais en fait, pour moi, c'est plus du tout une difficulté. C'est devenu une habitude. Ouais, t'associes ça en plus à la douleur ou à l'inconfort et c'est trop pénible. Après, c'est sûr que c'est pénible quand tu vas au restaurant, que tu peux pas manger. Parce que moi, quand je suis allergique, je peux vraiment... Ah, toi, c'est horrible. C'est pénible des fois. Mais quand tu dis que tu es en bonne santé, vraiment, tu te sens bien. Tu te sens... Parce que la fatigue avec tout le travail que tu fais, le travail que font les gens entre le boulot, les gosses, le stress, etc. Si en plus tu te rajoutes la nutrition qui te sabote, mais... c'est pénible, quoi. C'est très pénible, vraiment. Et en plus, tu sais que là, j'ai des abonnés comme je suis Célia qui m'écrivent. Peut-être que ça t'est arrivé, peut-être que t'as eu de la chance. Mais moi, ça m'est arrivé quand j'ai cherché à savoir ce que j'avais. Les spécialistes de santé, ils sont pas à jour. Ils t'envoient chier, t'as mal, oui, c'est dans ta tête. T'es une femme, c'est tout dans ta tête. T'as jamais de problème, c'est toujours toi. Et oui, mangez mieux. Oui, dormez plus. Oui, vous allez avoir... ils nous prennent un peu d'eau. Ouais, c'est même des femmes, médecins. Ouais. Et moi, j'ai dû forcer pour pouvoir avoir mes examens, sinon on me donnait rien. C'est abusé, quoi. Et j'ai même une de mes employées qui m'a dit, moi, je me suis fait jeter par ma gastro-entérologue qui m'a à peine examinée, qui m'a même pas fait faire une prise de sang, rien. Et les gens, je comprends qu'ils soient dans des errances médicales et qu'ils ont la flemme, quoi. Mais mangez mieux, mangez sans gluten. Non, mais surtout, je suis désolée, c'est très chelou de prôner ce truc-là, mais ChatGPT. Non, mais moi, je te rejoins. Hein. Attends, mais c'est un délire. Je l'utilise à mort. Hein. Moi, j'envoie des fois des analyses et il dit, fais-moi un compte-rendu résumé. J'ai telle pathologie, donne-moi la liste des aliments pour m'aider à... C'est pas glamour, mais à déconstiper. Parce que moi, quand j'ai des crises, j'ai tout l'intestin qui part en vrac. Fais-moi la top liste des aliments anti-inflammatoires. Fais-moi une liste de recettes avec ces 15 aliments. Tu vois, et... oui, ChatGPT, c'est la horrible, vie. Hein. Mais c'est horrible. Moi, il a changé ma life pour ma peau. J'ai eu beaucoup d'acné ces dernières années, je pense à cause du stress, je n'en sais rien. Pour ma peau, une routine pour ma thyroïde, complément alimentaire. Laisse tomber, un truc de ouf. Jamais mon endocrinologue que j'avais à l'époque m'a proposé des solutions alternatives. Juste prends ton levothyrox à vie et that's it, tu vois. T'as pas d'autres solutions. Non, en fait, il y a d'autres solutions. Par contre, toujours évidemment, peut-être consulter un médecin ou j'en sais rien. Ça remplace pas, bien sûr. Voilà. Et encore, franchement. Bref, mais oui, je pense que ça peut vraiment changer pas mal de choses. C'est sûr que le ChatGPT, moi, je l'utilise pour le travail, je l'utilise pour la vie quotidienne. Je l'utilise pas comme un Google, sinon je tape sur Google. Mais sinon, il y a beaucoup. Comme Google. Mais mon mari aussi. Non, mais ça va plus vite. Mais des fois, c'est plus complet en plus. Ça te trouve les trucs personnalisés. Moi, je l'utilise énormément, ChatGPT, de plus en plus. Et on essaye de l'intégrer d'ailleurs au travail aussi. Mais bien sûr. Au maximum l'IA dans ce qu'on fait. Pareil. C'est top. Désolée, je sais pas si ça va choquer des auditrices, mais en tout cas, c'est... Mais prenez l'IA, faites comme Sandra. Après, faites comme vous voulez. Moi, je sais que ça m'apporte du positif dans ma vie, donc, et plus de productivité, plus de bien-être. Enfin, voilà, bref.
Je suis bien d'accord. Parenthèse refermée. Devant toi, tu as un petit mot, Justine. Comme je t'avais dit, il est temps de le lire. Donc, tu m'as dit c'était l'invité précédente. Ouais, c'est ça, exactement. Donc je le lis ? Oui. Ouais. J'ai décidé d'oser. Comment tu transposes cette phrase dans ton quotidien ? Amandine. Donc c'est Amandine Petit qui t'a écrit cette phrase, qui ne sait pas qui est la prochaine invitée. Très bien, Amandine Petit, voilà. Notre chère Miss. Exactement. Très jolie, très gentille cette fille. J'ai pas eu l'occasion de la rencontrer personnellement. Et ben voilà, tu vois, tu la rencontres presque. J'ai décidé d'oser. C'est marrant parce que moi j'ai décidé d'oser ne plus vouloir plaire à tout le monde. Bien. C'est quelque chose qui est très difficile en tant que créateur de contenu. Et je rebondis sur une phrase que je crois j'ai vu passer de Léna Situation aussi. On dirait qu'on la cite tel non, mais c'est clair. Mais c'est une phrase que je pensais déjà, que j'ai mis en place depuis 1 an et qu'elle a aussi transposée, donc comme quoi il n'y a pas de hasard. C'est oser ne plus vouloir plaire à tout le monde et surtout oser faire des choses en aligné avec soi-même, même si ça déplaît à la communauté, même si pendant un temps ça te dessert. C'est oser être soi-même et pas vouloir rentrer non plus que dans une seule case et faire surtout ce que j'ai envie, moi. Et plus vouloir faire uniquement pour marcher, pour plaire, pour ne pas choquer, faire la liberté. C'est bien. Et du coup, ça me permet de faire une transition parfaite. Quels conseils, justement, tu pourrais donner ? Tu sais, moi, donc nos auditrices, c'est beaucoup de femmes qui recherchent l'inspiration, qui recherchent à développer leur propre audace, peut-être à se lancer dans l'entrepreneuriat, à créer des projets, à réaliser leurs rêves. Qu'est-ce que tu dirais, justement, à toutes ces femmes en regardant, s'il te plaît, cette petite caméra pour rendre le message encore plus puissant ? Quels conseils tu auras envie de leur donner aujourd'hui ? Pour oser ou plutôt pour se développer ? C'est toi qui décides. C'est une bonne question, Sandra. C'est une bonne question. Ce que je conseillerais aux femmes qui souhaitent se lancer, c'est d'être courageuses, parce que ça va demander des efforts, il faut en avoir conscience, de se dire qu'on a toute une place à prendre et que c'est pas parce qu'un marché est déjà saturé, que déjà beaucoup de choses ont été faites, qu'on ne peut pas le faire à notre manière et qu'on peut surtout le faire avec nos propres outils. On n'a pas besoin que ce soit parfait pour se lancer et que surtout il faut accepter d'y aller step by step, là où on nous vend beaucoup un rêve facile, rapide et express de réussite. Il faut vous dire que nous, en tant que femmes, c'est plus dur et que par contre tout est possible. Exactement, I like it. Et les filles, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur YouTube si vous voulez voir et suivre les épisodes vidéo, bien qu'ils soient maintenant en vidéo sur Spotify également. N'hésitez pas à poser des questions à Justine en commentaire si vous le souhaitez et à nous laisser évidemment 5 étoiles sur les plateformes d'écoute Spotify ou Apple Podcast. Ça nous aide énormément. Merci beaucoup Justine pour ta présence. Merci à toi Sandra de m'avoir reçue. Merci, ciao ciao. Ciao ciao.